Donc maintenant, nous accueillons Guilherme Dias de Mello, qui est chercheur dans l'unité d'épidémiologie et de neuropathologie des lyssavirus à l'Institut Pasteur. Donc il avait déjà mené une étude intéressante sur la neuroinvasion et l'anosmie en modèle de hamster. Et Guilherme va donc nous proposer sans doute de nouvelles données. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci à l'organisation pour nous donner l'opportunité de présenter ces données. Donc, je vais parler sur la neuroinvasion et l'impact de l'infection à long terme sur le cerveau. Bon, je ne vais pas faire d'introduction sur les Covid longs et je vais parler tout de suite sur les 3 points dont j'aimerais aborder ce matin. Donc, c'est la neuroinvasion de SARS-CoV-2, les répercussions dans le système nerveux central et après, est-ce qu'on peut modeler les Covid longs au laboratoire? Donc, comme m'a dit Lisa, en 2021, on a publié une première étude où on s'était intéressé sur les phénomènes de l'anosmie et on avait fait des prélèvements dans la muqueuse olfactive des patients qui avaient perdu l'odorat et on a détecté des neurones olfactifs infectés. Donc, c'est la cellule en jaune tout en haut à droite. À ce moment-là, on a reproduit la phase aiguë de la COVID chez le hamster. Et on a vu que les modèles hamster reproduisent bien les lésions dans la muqueuse olfactive. Donc, les cellules en vert en bas, c'est les cellules infectées. Et les hamsters, ils développent aussi une perte de l'odorat. Avec l'arrivée des nouveaux variants, on s'est posé la question, est-ce que les nouveaux variants vont aussi infecter les neurones olfactifs et occasionner une perte de l'odorat? On a vu initialement in vitro sur des cultures des neurones humains que tous les virus, les U1, gamma, delta et omicron, ils étaient capables d'infecter des neurones et étaient capables aussi de se déplacer à l'intérieur des axones des neurones. Tous ces virus, ils ont été capables d'infecter les bulbes olfactifs des hamsters, qui c'est les graphes ici en bas, avec les titres viraux. Mais de façon étonnante, les animaux infectés par les différents variants, ils ne présentaient pas tous des signes de perte d'odorat. Manifestement, en orange, les animaux infectés par Delta et en bleu par Omicron, ils ne perdaient pas l'odorat. Mais tous ces animaux avaient de virus infectieux dans les bulbes olfactifs. Donc, à ce moment-là, on a proposé la dissociation de l'anosmie et de l'infection du système nerveux central, en montrant que malgré les manifestations cliniques, tous les virus, ils étaient capables d'infecter des bulbes olfactifs. On a continué à essayer de visualiser l'infection du système nerveux central. Et ici, c'est une technique de microscopie par feuille de lumière où on va scanner la tête entière de l'animal. Ici, c'est la muqueuse olfactive. On peut voir les cellules oranges, c'est les cellules infectées. Et on peut voir ici, c'est toute la cavité nasale de l'animal. Et quand on arrive au bulbe olfactif, on a les cellules oranges qui sont déjà dans le cerveau. Et au fur et à mesure qu'on se balade le long du bulbe olfactif, on voit les cellules infectées qui sont oranges qui commencent à apparaître. Ça montre que les cellules, elles étaient infectées par les SARS-CoV-2. Ici, c'est les virus d'origine, donc les virus U1. On a continué quand même à investiguer pour être sûr que les virus étaient capables d'infecter les cerveaux. On a construit au laboratoire des SARS-CoV-2 qui expriment une molécule lumineuse, la nanoluciférase. Et quand on infecte les animaux, on peut voir, là on voit comme une cible dans les bulbes olfactifs que les cerveaux sont infectés. C'est juste de façon un peu plus étonnante, et c'est là qu'on commence l'histoire maintenant du Covid long, on a vu que les virus ils étaient présents aussi ailleurs, pas restreints aux bulbes olfactifs dans les images en haut, mais on peut voir dans les images en bas donc les bulbes olfactifs aussi bien infectés, mais dans la dernière image, donc on a une zone très importante au niveau du tronc cérébral. Donc à ce moment-là, on a commencé à investiguer plus en détail les troncs cérébrales, et on a vu donc il y a l'année dernière une étude sur des cas Covid humains, des personnes qui ont décédé de Covid. Sur 5 prélèvements, ils ont détecté des neurones infectés. Donc, les cellules en vert, c'est des neurones. Et la partie en rouge, c'est les protéines virales. Et ce qui est étonnant ici, et très impressionnant, c'est que c'est des neurones dopaminergiques, donc, qui produisent la dopamine. Ce sont cette molécule qui est liée à la mémoire, à la cognition, au plaisir et à l'apprentissage. Si on reste dans le tronc cérébral et maintenant on parle sur une étude de long Covid, ça c'est une étude de 2021 avec 35 patients avec des signes de long Covid et différentes manifestations cliniques. Et on peut voir dans ces images des PET scans où les troncs cérébrales, donc cette partie, je m'approche, donc cette partie-là,
il y a des zones d'hypométabolisme, donc c'est une zone où l'activité de ces cellules elle est réduite. Donc, au laboratoire, avec Anthony, donc c'est un étudiant en thèse, on a décidé donc d'infecter des animaux et d'évaluer donc les troncs cérébrales de ces animaux. On a la phase aiguë à 4 jours post-infection et on a fait un suivi jusqu'à J4 avant, ça veut dire à peu près 10 semaines après la fin de la phase aiguë. On peut voir dans les graphes des poids la phase aiguë, donc c'est très vite avec une perte de poids très importante. Et à 80 jours, donc les animaux, cliniquement, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de problème de poids. Et des signes qu'on utilise au laboratoire pour détecter l'infection, ils n'y en avaient pas. Donc ici, c'est un cerveau de hamster. Et les troncs cérébraux, il est surligné en noir. Est-ce que les troncs cérébraux, ils étaient infectés? La réponse, oui. Ils étaient infectés en phase aiguë. Donc on peut voir à 4 jours post-infection. Et de façon surprenante, ils étaient infectés encore à J4 avant. Donc ça veut dire en plus de 10 semaines après la fin de la phase aiguë. Est-ce que les métabolismes des troncs cérébraux ils étaient impactés? La réponse oui, ils étaient déréglés. Ici, c'est une étude RNA-seq, une étude transcriptomique globale où on analyse tous les ARN du tissu en question. On a fait donc AJ4 et AJ4 avant et on avait une liste énorme de termes. Et ici, je vais souligner quelques-uns. En phase aiguë, en phase chronique, on a des maladies neurodégénératives qui apparaissent, donc j'ai souligné Parkinson, et des voies synaptiques de communication, la dopamine. Et ici, en bas en vert, les cycles viraux, donc ça montre aussi que même dans les ARN, dans les transcriptomiques, on voit qu'il y a une réponse antivirale qui est en cours dans les troncs cérébraux. Je ne veux pas dire que ces animaux, ils ont développé Parkinson, c'est pas ça, mais c'est que dans ces animaux, les gènes déréglés, ils sont aussi présents dans les voies des maladies neurodégénératives, y compris les Parkinson. Donc, j'ai essayé de résumer dans ces nuages de mots les termes les plus courants dans les RNA-seq. Et on peut voir en rouge transmission, communication, synapse, neurotransmission. Donc, on s'oriente vers la dopamine. Donc, probablement, il y a un problème de communication entre les cellules, les neurones, mais aussi les cellules, les astrocytes qui sont un peu déréglés. Mais ce que je voulais attirer l'attention maintenant, c'est aux deux termes soulignés en noir, comportement et apprentissage. Ça nous a attiré le regard, donc comportement et apprentissage. Donc, on va faire des tests de comportement pour voir si ces animaux ils développent des signes cliniques liés au Covid long. Et on s'est intéressé à la dépression, à l'anxiété et à la cognition, donc la mémoire. Surtout parce que, donc, en début de cette année, il y a cette étude qui a montré qu'une année après la première consultation pour des questions de Covid long, les patients, ils présentaient encore des signes de Covid long. Et nous, on s'intéresse plutôt aux signes neurocognitifs. Et donc, dans les deux barres au début, les signes neurocognitifs, c'est problèmes de concentration, problèmes de mémoire, problèmes mood disorders, les troubles de l'humeur. C'est ce qu'on a évalué après avec ces hamsters. Ce que je voulais quand même parler, c'est que les modèles hamsters au laboratoire, ils s'affranchissent des risques psychosomatiques parce que les animaux, ils sont là, ils sont soit dans la cage des groupes infectés, soit dans la cage des groupes contrôle, mais ils ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et donc, ça, c'est un atout, je pense, pour ces modèles. Donc, on a testé, on peut rentrer en détail après dans la discussion si vous voulez savoir plus de détails sur les tests en soi-même, mais les premiers, c'est l'anxiété. Donc, on peut voir, donc, en rouge, c'est Wuhan, en orange, Delta et en bleu, Omicron. On peut voir qu'au fur et à mesure du temps, donc, les animaux, en haut, c'est mâle et en bas, c'est femelle. On a pris ça en considération, donc les variants et les sexes. Et on peut voir que dans les deux cas, plus les temps passent, plus des signes d'anxiété apparaissent sur ces animaux. La même chose pour la dépression. Et la dépression, c'est encore plus intéressante parce qu'on le voit chez les femelles infectées par les Wuhan, donc c'est la ligne rouge en bas, dès les débuts, dès la fin de la phase aiguë, donc là c'est J14, dès après l'infection, 2 semaines après l'infection, les femelles, dans ce cas, elles présentaient des signes de dépression et ces signes ils ont été permanent pendant toute la durée de notre étude, donc à J15, J30 et J4 avant. Et les derniers, c'est la mémoire. Ça, c'est la mémoire à court terme. On peut voir que pour tous les variants,
Certes, les Omicron et les Delta, il y a beaucoup de variabilité selon les animaux, mais pour le variant Wuhan, on peut voir qu'il est aussi depuis tout le temps, dès le début de l'infection, les animaux ils ont une performance cognitive moins importante, moins performante que les animaux non infectés, que c'est la zone 1 gris. Et là, donc, j'ai vu cet article d'il y a une semaine. Ici, ils ont infecté, c'est une étude anglaise où ils ont infecté des patients, sans des volontaires, avec le virus Wuhan. On ne va pas se poser la question au niveau éthique, je voulais juste montrer les, résultats, parce qu'ils ont évalué, donc les patients anglais, c'est la ligne verte, c'est pour la mémoire immédiate, et en bas, c'est les résultats des mystères que j'ai obtenus au laboratoire, des études complètement indépendantes, et on peut voir que les profils de ces deux graphes, ils sont presque les mêmes, donc chez les personnes infectées par les Wuhan, mais dès la phase aiguë, ils présentent des signes de déficit de cognition, et là, ils ne sont même pas forcément conscients de leur déficit cognitif. Donc, juste pour conclure, donc, j'espère avoir apporté des éléments pour montrer que le SARS-CoV-2 est neuro-invasif, il infecte et persiste dans les troncs cérébraux, et il induit des problèmes neurocognitifs et psychiatriques, et que l'infection à long terme, il y aura un rôle sur le neurométabolisme du cerveau, sur la connexion cérébrale, et peut aussi partager des voies communes aux maladies neurodégénératives. Merci beaucoup. Merci Guillermet. C'est très intéressant de voir que donc, vous disposez d'un nouveau modèle animal du Covid long. À 80 jours chez le hamster, il y a des signes persistants neurologiques. Je vais peut-être poser la première question. Est-ce qu'on voit d'autres signes du Covid long, du genre les hamsters sont-ils fatigués? Après, pour chaque signe, il va falloir qu'on mette en place un test spécifique, mais ils n'ont pas l'air fatigués parce que tous ces tests, c'est basé sur le mouvement, sur la recherche d'aliments. Donc, il n'y a pas forcément cliniquement, visuellement, des différences au niveau fatigabilité. Mais on ne les a pas soumis à un test de fatigue spécifique. Oui, merci Guillaume pour cette belle présentation. Alors, lorsque tu dis neuro-invasif, ce que tu montres, c'est une infection des neurones. Qu'en est-il des autres cellules, par exemple les astrocytes, où ils ont été beaucoup décrits, surtout par rapport à des modèles d'organoïdes de cerveau? Et par rapport à ça, est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? Oui. Merci. En fait, in vitro, moi, je n'ai testé que sur des neurones, donc je ne peux pas tester sur des autres cellules. Sur les cerveaux, c'est un peu plus compliqué parce que les taux d'infection, il est quand même faible. À ce jour-là, moi, je n'ai pas d'éléments pour dire quelles sont les cellules infectées. Probablement des neurones, probablement des astrocytes. Là, on travaille sur des techniques de transcriptomique spatiale, justement pour identifier qui et où sont infectés. Mais je n'ai pas la réponse dans mon modèle actuellement. Est-ce que votre modèle permet de regarder la réversibilité? Plus précisément. Ben justement, toutes les lésions cérébrales que vous observez, est-ce que votre modèle permet justement d'arrêter l'infection et de regarder la réversibilité de ces phénomènes? Alors, on a bien sûr, par exemple, des images histopathologiques des cerveaux. On a beaucoup d'inflammation en phase aiguë. En phase longue, à G80, on ne voit pas grand-chose en histologie ou en immunohistomarquage. Là, c'est pour ça qu'on s'oriente sur des techniques transcriptomiques pour voir comment il aime les métabolismes. On n'a pas forcément des lésions qui sautent aux yeux. Il y a beaucoup de questions. Dominique? Micro. Est-ce que tu penses qu'il serait envisageable de traiter les hamsters par des antiviraux en monothérapie ou mieux peut-être bithérapie de façon prolongée pour savoir si c'est du virus qu'on peut ou non éradiquer? C'est tout à fait envisageable. Après, la question, c'est plutôt une hypothèse. Ce qu'on voit au moins dans les phases chroniques, on va dire dans la phase longue des hamsters, c'est plutôt une conséquence de ce qui s'est passé en phase aiguë. Donc, les problèmes se passent en phase aiguë, très précoce, et après, c'est les dérèglements. C'est toujours envisageable. Il faut juste après étudier les façons, quel traitement, comment, quand. Je me demandais si tu avais regardé aussi dans la substance noire la présence de cellules dopaminergiques infectées ou non, ou la perte de ces cellules. On n'a pas encore fait. On est en train de faire en ce moment justement pour aller un peu plus spécifiquement dans des zones plus déterminées, mais on n'en a pas encore fait. Et on avait une dernière question.
Là-bas au fond. Là-bas au fond. Oui, merci beaucoup pour cet exposé qui remet aussi en cause le modèle un peu, pour moi, démodé de continuum biologique fonctionner, puisque là, en fait, on voit qu'au niveau biologique, on arrive justement à mettre en évidence des mécanismes. La question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut qualifier ces transformations d'épigénétique ? Et si oui, quelles sont les résolutions possibles ? Et est-ce qu'on n'est pas dans le cas où, en fait, ce sont les astrocytes qui sont d'abord touchés, et comme les astrocytes fournissent en énergie des neurones, quand les astrocytes meurent à un endroit, les neurones suivent derrière. Alors, pour la partie épigénétique, ma réponse est je ne sais pas. En fait, il faudrait évaluer justement des points spécifiques pour avoir une réponse. On n'a pas fait ça dans cette étude. Les astrocytes, donc je n'ai pas montré, oui, ils sont pas mal impactés, même en phase longue. Mais ils n'ont pas l'air d'être morts, en fait. Il y a on dit une astrogliose, donc les astrocytes sont encore très, très présents avec une augmentation de GFAP, c'est la protéine marquage des astrocytes en phase aiguë. Et donc, c'est justement, on pense que c'est la communication entre les astrocytes et les neurones, plus probablement liée à la communication et à la transmission qui est impactée. Mais on n'a pas encore tous les éléments mécanistiques pour répondre à cette question. On est en train, en ce moment même, de faire d'autres analyses pour essayer de comprendre. OK, merci. Merci une nouvelle fois.